Bonjour à tous, parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Cette semaine, je reçois Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'Université François Rabelais, spécialiste du droit de l'Union européenne. Et nos auditeurs vous connaissent bien parce que vous venez très souvent et je vous en remercie. Bon. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu technique, mais qui est quand même très utile. Ce sont les services publics français et l'Europe. Comment ça se goupille, hein, comment on trouve notre compte, comment ça marche. Alors d'abord, peut-être tout bêtement, de voir ce que c'est qu'un service public, parce que tout le monde a ce mot-là à la bouche, cette expression, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, service public ? Alors voilà une question qui est bien complexe et redoutable. Juste une anecdote, les étudiants de deuxième année dans notre faculté de droit suivent un cours très important qui est le cours de droit administratif. Et pendant les 75 heures de cours, enfin un peu moins maintenant, c'est 70 heures de cours environ, et plus les 20 séances de travaux dirigés, eh bien on tente de définir la notion de service public. C'est vous dire qu'il nous faut du temps. 75 heures là, on ne va pas les voilà, avoir. On ne va pas les avoir, voilà. Simplement, d'abord un constat, c'est qu'effectivement on emploie beaucoup l'expression service public et on a le sentiment que tout le monde s'entend sur la définition. Or, je crois que c'est une définition, c'est une notion qui est assez complexe. Alors, on peut tenter une définition très, très générale qui consiste à dire que un service public, c'est un dispositif qui est pris en charge très souvent par l'État ou par une collectivité territoriale, une commune par exemple, qui vise à satisfaire de manière égale les besoins de la population, les usagers. C'est-à-dire que le service public est là pour répondre à des besoins d'intérêt général. L'eau, l'électricité, le gaz, le téléphone, ce sont des services publics. Mais il faut ajouter un autre élément, parce qu'en fait, il faut distinguer deux types de services publics. Il y a ce qu'on appelle les services publics administratifs, qui très souvent sont pris en charge directement par les collectivités ou l'État, l'enseignement, le service de l'état civil, ce sont des services publics administratifs, l'université, c'est un service public administratif. Et puis vous avez les services publics plutôt à vocation économique, c'est ce que j'évoquais à l'instant. L'électricité, le gaz, tout ça, ça a un coût économique, on paye un prix, et là on est plutôt dans le registre des services publics industriels et commerciaux. Donc on le voit, cette notion est assez protéiforme, assez complexe. Et quand on parle des services publics, mais au fond, de quel service public parle-t-on ? C'est ça la difficulté. Alors j'ai mis dans le titre service public français. Oui. Est-ce que l'adjectif français, est-ce que c'était normal de le mettre ou c'est juste une... Je pense que c'est normal de le mettre. Oui, mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de service public en Allemagne ou au Royaume-Uni ou en Italie ou en Espagne. Ça n'a pas de sens. Évidemment qu'il y a des services publics dans tous ces pays. Mais en France, il y a une focalisation très importante sur le service public et surtout après la Seconde Guerre mondiale où l'État est fortement intervenu sur le plan économique. Et puis il y a une tradition centralisatrice par ailleurs. Et c'est vrai qu'en France, le service public égalitaire, le service public présent sur tout le territoire, a été pour l'État un moyen d'assurer la cohésion, je crois, des Français, d'assurer le développement économique de manière la plus harmonieuse possible. Et il y a toute une dimension très symbolique en France, et même syndicale, il faut bien le dire, autour du service public. Et les usagers que nous sommes, je crois, sommes effectivement très attachés au service public. Donc il y a une dimension assez symbolique, assez particulière en France. Donc on peut effectivement parler du service public français, c'est-à-dire que là, on est dans un registre un peu affectif, politique, bien singulier. Donc une notion très française, très politique, peut-être beaucoup plus qu'ailleurs, où il existe bien sûr des services publics un peu partout. Alors ces services publics, comment sont-ils gérés ? Est-ce que tous les services publics sont gérés de la même manière ? Comment on peut s'y retrouver pour justement pouvoir voir quelle est la place de l'Europe par rapport à ça ? Et en fait, le sujet, il est ici, vous le posez bien. Toute la question revient au point de savoir comment sont gérés ces services publics. Et on peut distinguer deux grands modes de gestion. La première hypothèse la plus simple, c'est lorsque l'État ou les collectivités, communes, départements, régions, gèrent les services publics avec leurs propres moyens. C'est-à-dire leurs propres fonctionnaires, leur propre matériel, leur propre budget. C'est ce qu'on appelle une gestion directe. L'Europe n'a absolument pas à intervenir là-dedans,
si ce n'est lorsque l'on fait des achats publics, il faut être soumis à la concurrence. Et puis vous avez une seconde possibilité, qui est ce qu'on appelle la gestion déléguée au fond, ce qu'on appelle très souvent la privatisation des services publics, qui consiste pour une collectivité ou à l'État à confier à une entreprise, privée ou publique d'ailleurs, mais la plupart du temps privée, le soin de gérer à la place de la collectivité ou de l'État le service public en question. Dans Trait d'Histoire, chaque samedi soir, les grands événements reprennent vie sur RCF. Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Trait d'Histoire, le voyage dans le temps débute chaque samedi à 20h. RCF en Touraine, à Tours sur 100.4. Alors, retour à Parlons d'Europe. Donc, nous étions en train de parler des modes de gestion de services publics. Donc, on a bien vu la différence des services publics étatiques, l'enseignement, par exemple, qui est un exemple, et puis ceux qui sont plutôt délégués, externalisés, c'est ça ? C'est l'expression qu'on emploie. Voilà, oui. c'est l'expression. Une Et expression. c'est une des expressions. Alors justement, on sent bien que ça doit être dans la seconde partie qu'on va pouvoir voir arriver l'Europe. Voilà, plutôt, en effet. Ce qu'il faut souligner immédiatement, c'est que ce qu'on appelle la privatisation des services publics, c'est-à-dire le fait de confier à une entreprise privée la gestion d'un service qui répond à des besoins d'intérêt général, c'est pas une invention de l'Europe. La France a expérimenté ces modes de délégation, mais depuis très longtemps. Et dans l'histoire même du droit administratif, les procédés de délégation à des opérateurs entre guillemets privés, Oui. on le retrouve en droit romain. Donc C'est vraiment très ancien. de privatisation n'est pas quelque chose de neuf. Là où l'Europe intervient, c'est de la manière suivante. C'est qu'à partir du moment où une collectivité ou l'État décide de faire appel à une entreprise privée, elle ne peut pas le faire de sa propre initiative, comme elle l'entend, et passer un marché, un contrat, sans respecter un certain nombre de formalités. Très concrètement, si la ville de Tours, admettons, veut confier la gestion d'une piscine à un opérateur privé, eh bien, elle devra, la ville de Tours, faire ce qu'on appelle un appel d'offres, et pourront se présenter des entreprises françaises, y compris des entreprises européennes, pour assurer la gestion de ce service. Voilà. Et donc le droit de la concurrence européen intervient à ce moment-là. Il y a des critères très précis qui sont fixés dans des directives européennes et les collectivités territoriales devront, ou l'État, il faut bien comprendre que le modèle est reproductible, peu importe l'échelon, mais dans mon exemple, la ville de Tours devra prendre l'entreprise qui propose la meilleure offre au meilleur prix. Et c'est ça ce qu'impose évidemment le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, j'ajoute, quand bien même le service public est géré directement, admettons la ville de Tours qui a sa piscine municipale, qui gère directement sa piscine municipale. Lorsque la ville de Tours va vouloir acheter des plongeoires, des plots, du matériel, là aussi, elle devra procéder à une mise en concurrence de plusieurs fournisseurs de matériel. Et là aussi, ce sont des obligations européennes. Alors, il faut bien comprendre l'avantage de cela. L'objectif, il est de passer des marchés, des commandes en toute transparence, permettre à des entreprises qui se livrent à la compétition sur ce marché de pouvoir postuler, mais dans la volonté de mettre en place une bonne gestion, une bonne dépense de l'argent public. Donc il y a ce double objectif, c'est que les règles européennes de concurrence permettent à n'importe quel opérateur de pouvoir répondre à la commande publique, et surtout, ces règles de concurrence doivent obliger les collectivités à dépenser convenablement l'argent public. Les appels d'offres donc sont européens. Oui, alors pour certains, il y a des seuils, mais des niveaux, oui. Certains appels d'offres sont évidemment européens. Oui, alors ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut imaginer que l'État puisse faire des appels d'offres européens, lui aussi? Bien sûr, peut bien sûr. le faire. Pour un certain nombre de marchés, les appels d'offres peuvent être européens. Si on descend d'un cran, on prend la région, à partir de 2019, le transport ferroviaire, le transport express régional. Actuellement, c'est la SNCF qui fait circuler ces trains. Les régions vont avoir la possibilité, à partir de 2019, de mettre en compétition plusieurs entreprises de transport. C'est-à-dire qu'en région Tourangelle, on pourrait très bien avoir non plus la SNCF, mais une entreprise italienne ou une entreprise allemande qui fasse circuler ces trains. Parce que peut-être que la proposition italienne ou allemande sera plus
plus intéressante pour la région financièrement et qu'elle sera peut-être mieux à même de répondre aux obligations de service public en termes de régularité de circulation, de fréquence de circulation. Voilà, c'est ça la compétition européenne. C'est un grand changement pour tous ceux qui sont Évidemment. épris de la fonction publique. Évidemment. Et quel argument on peut leur donner pour leur vendre ça mieux? Alors là, c'est très difficile. On comprend très bien que l'argument du côté de la SNCF, dans l'hypothèse que je viens d'évoquer, il n'est pas très vendable. Bon, c'est très compliqué, parce que si la SNCF perd la région centre, que se passe-t-il? Comment allons-nous pouvoir répartir les cheminots? C'est évidemment très problématique. Mais on raisonne évidemment à un niveau européen, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la SNCF, elle, de son côté, emporte des marchés en Angleterre, en Allemagne, et qu'elle a le droit aussi de candidater sur d'autres. Bon, premier élément. Mais c'est vrai que du point de vue du cheminot, c'est très compliqué, et on peut comprendre leur réaction, tout à fait légitime. Et puis du côté de l'usager, voyez-vous, et du côté des collectivités qui financent le transport, on peut le vendre en disant, écoutez, peut-être que l'entreprise allemande ou italienne va assurer un trafic plus fréquent, plus régulier, plus ponctuel. Et du côté de la collectivité qui va financer cette entreprise allemande ou italienne, dans mon exemple, la région en l'occurrence, peut-être qu'il y aura des économies à réaliser. Donc ce n'est jamais univoque. Et tout dépend comment on aborde le sujet, mais ce n'est pas un sujet facile, et évidemment que la compétition européenne est rude. L'exemple ferroviaire, finalement, est assez illustratif de la difficulté du sujet. Et on sent bien qu'en plus, derrière l'exemple ferroviaire, il y a plein de problèmes, parce qu'il y a les rails qui appartiennent. Voilà. Comment on fait pour... parce que ce n'est pas la même société. Ce n'est pas la même société, il y a toute une déconnexion. Oui, bon, juridiquement, la SNCF a réussi à consolider, à mettre en place un dispositif assez sophistiqué. Je ne suis pas trop inquiet pour ce qui va se passer en 2019, parce que le droit européen lui-même prévoit que la région pourrait continuer à travailler avec la SNCF. Alors selon des critères bien particuliers que je ne développe pas ici sur le plan juridique, elle est relativement protégée. C'est possible grâce au droit de l'Union européenne lui-même, d'ailleurs. Ce n'est pas non plus une concurrence dévastatrice et sauvage. Il faut évidemment trouver des équilibres. Mais cela dit, ce sont des montages juridiques et techniques effectivement assez sophistiqués. Alors pour finir, finalement, le droit de l'Union européenne, contrairement à ce qu'on entend quelquefois, eh bien, c'est aussi protecteur. Et il a prévu de nous protéger, nous les citoyens. Oui. Peut-être un peu moins les services publics français, mais finalement... C'est ça, c'est un changement d'optique. C'est-à-dire que la justification au droit européen de la concurrence en matière de services publics, c'est la protection des deniers publics et la satisfaction maximale de l'usager. Et je pense qu'en France, nos services publics français l'ont parfois oublié. Mais absolument. Merci beaucoup Pierre-Yves Mongeral, et à très bientôt pour une prochaine émission de Parlons d'Europe.